Bonsoir Sénat, troisième partie de cette émission, l'actualité politique et parlementaire avec les titres ce matin, Saveria. Bonjour Cyril, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. La fin de l'examen de la réforme de la justice, un texte que les sénateurs ont profondément modifié. Ils ont notamment augmenté de 5% par an les crédits du ministère. Ils ont tenu à protéger les libertés individuelles. Il n'y aura pas de commission d'enquête sur les crimes pédophiles dans l'Église. La commission des lois du Sénat a refusé la création de cette commission. Une impasse pour la droite. La gauche dénonce une faute politique. Et puis le revenu de base, c'est peut-être pour bientôt. Sénateurs et députés socialistes ont présenté hier une proposition de loi pour expérimenter le dispositif. Une prestation sociale unique, automatique et inconditionnelle. On en parle avec mon invité, le sénateur socialiste Didier Marie. La fin de l'examen de la réforme de la justice, un texte que les sénateurs ont modifié. Ils ont notamment augmenté de 5% les crédits du ministère. Ils ont également tenu à préserver les libertés individuelles. Les explications de Flora Sauvage. Fourre-tout et inabouti. La droite sénatoriale tire à boulet rouge contre la réforme de la justice voulue par le gouvernement. Principale critique, le manque de moyens. Contre l'avis de la garde des Sceaux, le Sénat a voté une rallonge budgétaire pour atteindre 9 milliards en 2022. Première passe d'armes sur le programme de construction de nouvelles prisons. Les sénateurs reprochent au gouvernement d'avoir renoncé à l'engagement d'Emmanuel Macron de construire 15 000 places d'ici à la fin du quinquennat. Je crois que c'est important d'ici de valider une fois pour toutes le fait que le programme présidentiel a été revu par deux. Et vous savez très bien, parce que vous êtes un élu du territoire, que ce n'est pas simple de trouver des terrains. Autre point d'achoppement, la création d'un parquet national antiterroriste et le renforcement des pouvoirs du parquet. À contre-courant des positions sécuritaires des députés LR, les sénateurs de droite ont amendé le volet pénal du gouvernement en se posant en garant des libertés fondamentales. Contre l'avis du gouvernement, ils refusent d'assouplir les modalités de prolongement d'une garde à vue et ils assurent le droit pour un suspect d'être assisté par un avocat lors d'une perquisition. Enfin, en matière civile, dans la procédure de divorce contentieux, le gouvernement voulait supprimer l'audience de conciliation. En vain. L'audience de conciliation est utile. Elle est utile parce que c'est souvent le premier moment où ceux qui sont en conflit peuvent se voir éventuellement discuter. Petite victoire pour la garde des Sceaux, le Sénat a voté pour l'expérimentation d'un tribunal criminel pour juger des crimes punis de 15 à 20 ans de prison. Il a aussi adopté la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. Au cours de ces 10 jours d'examen, la garde des Sceaux a été le plus souvent mise en minorité par les sénateurs. Le vote solennel du texte aura lieu le 23 octobre, avant d'être examiné en novembre par les députés, où il risque d'être profondément modifié. Il n'y aura pas de commission d'enquête sur les crimes pédophiles dans l'Église. La commission des lois du Sénat a refusé la création de cette commission d'enquête. La droite parle d'une impasse politique. La gauche, elle, dénonce une faute. Un message dramatique adressé aux victimes. Jordan Klein. La commission d'enquête sénatoriale sur les crimes pédophiles au sein de l'Église ne verra donc pas le jour. Ce matin, ce sont les sénateurs de la commission des lois qui se sont exprimés. Commission qui aurait été en charge de l'enquête si toutefois elle avait été acceptée. Seulement, ils étaient 27 à voter contre la recevabilité. Les socialistes, à l'initiative de cette démarche, regrettent donc amèrement cette décision. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on empêche la fièvre. Le sujet reste là, il reste prégnant, grave pour notre société et je regrette que malgré tous nos arguments, y compris des témoignages de personnes qui ont été abusées il y a 10, 20, 30, 50 ans, 60 ans parfois, eh bien nous n'y avons pas pu convaincre. La droite probablement a considéré que ce que l'on pouvait découvrir au cours de cette commission d'enquête nuirait à l'Église catholique. C'est tout ce que l'on sait déjà qui nuit à l'image de l'Église catholique et ce sentiment d'opacité qui est renouvelé aujourd'hui par le refus de la commission d'enquête. La droite s'est majoritairement opposée à la création de cette commission. Leur volonté, faire une proposition alternative pour élargir les domaines de l'enquête à d'autres champs, c'est-à-dire dans tous les secteurs où des adultes seraient en contact avec des enfants. Autre motif de refus, éviter d'entraver le travail de la justice. La question posée sur la recevabilité, je redis bien la recevabilité juridique, c'est le fait que le garde des Sceaux a signalé qu'il y avait des enquêtes en cours et des instructions en cours et que dans ces conditions-là, cela n'était pas
possible. Et si on veut traiter la problématique de la pédophilie et ce fléau, il ne faut pas en faire un sujet politicien, voire de polémique. Si l'idée d'une commission d'enquête est écartée, une mission d'information élargie va être proposée ce soir. Seulement, les pouvoirs d'investigation conférés aux sénateurs seront moins coercitifs et pas de prestation de serment. Et puis dans l'actualité politique, les débuts difficiles de Christophe Castaner, le nouveau ministre de l'Intérieur. Sa réponse à une question de Philippe Dallier sur la mort d'un adolescent de 12 ans au Lila a suscité l'indignation. La droite a quitté l'hémicycle. Le ministre a même ensuite été sifflé en salle des conférences. Stéphane Amalian. Séance des questions d'actualité au gouvernement. Hier, le sénateur Philippe Dallier interpelle avec beaucoup d'émotion le nouveau ministre de l'Intérieur sur le décès d'un adolescent dans son département, la Seine-Saint-Denis. Réponse très politique de Christophe Castaner. C'est pour cela, monsieur le sénateur, qu'après la suppression de 12 000 policiers et gendarmes en France, après le démantèlement de nos services d'information, nous nous sommes engagés, le gouvernement de la mandature précédente et ce gouvernement actuel, à recruter 10 000 policiers supplémentaires. Je suis sidéré par votre réponse, monsieur le ministre. Sidéré, parce que vous n'avez pas compris le sens de ma question. Et je crains que vous n'ayez pas compris ce qui se passe dans ces territoires bientôt perdus de la République. Puis la tension monte d'un cran lorsque Christophe Castaner répond à un autre sénateur du département sur le même sujet. Merci, monsieur le sénateur Roger, d'avoir posé votre question avec la sagesse nécessaire à ce problème qui préoccupe chacun. Parce qu'en faire un sujet de petite politique politicienne ne me semble pas la meilleure façon d'agir. Excédés, les sénateurs Les Républicains quittent l'hémicycle. Christophe Castaner, qui est le nouveau ministre de l'Intérieur, a répondu de façon absolument désinvolte en mettant en cause la question que posait pourtant de façon très sereine Philippe Dallier sur son propre département, la Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis, qui a vu la mort d'un tout jeune de 12 ans. Est-ce que quand on est ministre de l'Intérieur, on répond à ce genre de, de questions avec autant de désinvolture? Ça, c'est pas acceptable. À sa sortie, Christophe Castaner est hué dans la salle des conférences du Sénat. Mais pour le groupe La République En Marche, la responsabilité revient aux sénateurs Les Républicains. La façon de poser les questions, sans doute avec talent, je le dis bien, sans doute avec talent, mais néanmoins sur un ton très politicien et avec une forme de cynisme, amener une réponse qui était juste du chef, du ministre de l'Intérieur. Répondre simplement à ceux qui veulent aujourd'hui donner des leçons en matière de sécurité et qui ont failli par le passé. Il y a une forme de cynisme politique qu'il a relevé. Christophe Castaner avait déjà connu des tensions avec le Sénat pendant l'affaire Benalla. Il avait accusé les sénateurs de vouloir destituer le président de la République à cette occasion. Une enquête ouverte pour menaces et violences après les perquisitions au siège de la France Insoumise. L'enquête vise Jean-Luc Mélenchon. Après des échanges extrêmement tendus avec les forces de l'ordre, il sera entendu ce matin. Les réactions politiques sont nombreuses. Je vous propose d'écouter celle de François Grosdidier pour Les Républicains. Vous êtes sénateur, est-ce que votre personne est sacrée ? La fonction, oui, pas la personne. La Alors, fonction, oui, ça. parce que, et ça remonte à l'Antiquité, le tribun de la plèbe, c'est-à-dire celui qui pouvait tout dire au nom du peuple, était une personne sacrée dans la démocratie romaine. Et je crois d'ailleurs que Mélenchon, qui a une culture classique importante, a fait appel à ça. C'est pas nous qui sommes sacrés en tant qu'individus et nous ne sommes pas au-dessus des lois. En revanche, nous devons être protégés dans nos fonctions. D'ailleurs, l'immunité parlementaire, elle a été faite pour ça, pour empêcher le pouvoir, d'empêcher les parlementaires de parler au nom du peuple dans les assemblées parlementaires, comme ça pouvait se faire. Vous pouvez l'arrêter arbitrairement, les emmerder pour ne pas qu'il y ait une séance. C'est ça l'immunité parlementaire, c'est pas nous permettre ce qui est interdit aux autres, c'est se protéger dans la fonction. Donc je comprends quand Mélenchon ait dit je suis sacré, c'est ès-qualité de parlementaire et il ne faut pas que la justice doit faire gaffe. C'est-à-dire non pas aux élus en leur permettant des choses qui seraient interdites aux autres, mais de ne pas interférer complètement dans le jeu politique. On l'a vu à la présidentielle avec Fillon, où ils ont complètement accéléré un moment la procédure pour rentrer dans le processus électoral, alors qu'avant, au contraire, quand on approchait du processus, on s'écartait et on reprenait une fois le processus électoral. Est-ce que les élus sont au-dessus des lois ? Non.
Voilà le sénateur Les Républicains François Grosdidier dans notre émission Questions aux sénateurs. Voilà, place maintenant à l'interview politique, la deuxième de cette émission. Et c'est Didier Marie, socialiste, sénateur de Seine-Maritime, qui nous a rejoint. A tout de suite. Bonjour Didier Marie, merci d'être là ce matin. Bonjour Didier Marie, avant de vous entendre sur le reste de l'actualité politique, une réaction à l'affaire Mélenchon, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon lors de la perquisition, on a vu les images, beaucoup de réactions politiques, est-ce que ça vous a choqué cette attitude ? Oui, l'attitude de M. Mélenchon est à la fois inexcusable et inacceptable. Les politiques ne sont pas au-dessus des lois et ils sont des justiciables comme les autres. C'est lui qui a organisé le show, c'est lui qui est venu avec caméras, journalistes, forces militants pour défier la police et le procureur qui ne faisaient que leur travail. Après, c'est vrai qu'il peut être excédé, avoir le sentiment qu'il y a deux poids deux mesures, mais en même temps la justice passe et elle doit faire son travail. Dans le reste de l'actualité, la situation bien sûr au Parti Socialiste avec les départs d'Emmanuel Morel et de Marie-Noëlle Lienemann. Nouveau coup dur, est-ce qu'il y a encore un espace politique aujourd'hui pour le Parti Socialiste qui fait aujourd'hui un peu moins de quasiment 5% dans les intentions de vote? D'une part, je trouve que le calendrier choisi par M. Morel n'est pas correct. On ne dépose pas un texte à l'approbation des militants sur l'Europe et le jour où les militants vont voter, on annonce qu'on s'en va. Pour moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un manque de respect. Pour le reste, oui, il y a un espace pour le Parti Socialiste. À nous d'expliquer, de faire de la pédagogie, de reconquérir notre électorat. Cet espace, d'ailleurs, quand on regarde les études d'opinion, il existe. Autant nous sommes très bas sur les intentions de vote pour les européennes, autant lorsque l'on parle de notre présence dans les territoires, des futures élections municipales, on s'aperçoit qu'il y a une attente du Parti Socialiste et que nous sommes en capacité d'y répondre. Il y a un espace entre M. Mélenchon, dont on vient de parler, qui éructe, et puis M. Macron, qui lui mène une politique de droite. Donc oui, le Parti Socialiste doit exister. Et qui pourrait incarner cet espace dont vous parlez? Est-ce que c'est Olivier Faure qui est assez peu audible Alors dans l'état actuel des choses, Olivier Faure, notre premier secrétaire, tente de se frayer un chemin médiatique pour porter la parole collective. Il y aura d'autres échéances et à ces échéances-là, le Parti Socialiste a l'habitude de désigner ses candidats. La prochaine échéance électorale, c'est la campagne des européennes. On en a parlé récemment. Un nom revient, celui de Ségolène Royal. Est-ce qu'elle pourrait porter la liste socialiste aux européennes? Écoutez, je pense que c'est à elle de répondre à la question. À titre personnel, je n'y verrai que des intérêts. Mais il y a quelques autres noms qui pourraient répondre aussi à cette ambition de porter la voix des socialistes aux élections européennes. Ce qui prime, c'est notre projet, c'est le fond. Nous sommes pour une Europe puissance, nous sommes pour une Europe qui porte nos valeurs démocratiques, nous sommes pour la sociale écologie. Le texte que nous avons présenté aux militants et qui a été adopté trace la ligne qui est la nôtre. Ensuite, il faut effectivement quelqu'un qui puisse porter cette ligne-là, mais pas l'inverse. J'aimerais qu'on évoque un autre sujet, le revenu de base. Les socialistes, députés et sénateurs ont présenté hier une proposition de loi pour expérimenter ce revenu d'ici 2020. J'aimerais qu'on écoute, avant d'entendre votre réaction, Patrick Kanner, le patron des sénateurs socialistes. Une expérimentation permet de vérifier la pertinence d'une nouvelle politique publique, notamment en matière de solidarité. 19 départements souhaitent l'expérimenter. Nous allons soutenir à l'Assemblée nationale avec Valérie Rabault et au Sénat avec moi-même et mon groupe socialiste républicain cette proposition de loi parce qu'elle va plus loin que le revenu d'activité prévu par M. Macron. Elle n'est pas conditionnée, elle s'adresse à toutes les catégories d'âge, y compris les jeunes, et elle permet de donner un socle de revenus pour des personnes en difficulté qui pourront retrouver confiance et donc aussi leur dignité. Ce sera un bon test sur la volonté politique réelle du gouvernement, de ce nouveau gouvernement, de considérer que la solidarité n'est pas réservée qu'en faveur des plus favorisés finalement, mais doit aussi concerner l'ensemble des populations les plus en difficulté. Didier Marie, le revenu de base, ce sera un bon test, comme le dit Patrick Kanner? C'est une excellente initiative. Moi, j'étais président de département pendant 10 ans en Seine-Maritime. Les départements sont souvent à l'initiative et chargés de s'occuper des personnes les plus en difficulté. Donc oui, c'est un bon test et on espère que le gouvernement aura l'oreille pour nous permettre d'avancer sur ce sujet. Un dernier sujet sur lequel j'aimerais vous entendre, le refus de la droite, de la majorité sénatoriale de participer à une commission d'enquête. On a appris ça hier sur les abus sexuels dans l'Église. Votre réaction, est-ce que c'est une faute politique de la droite ?
C'est certainement une faute politique. En tout cas, pour moi, c'est un grand regret parce que il y a un problème à la fois en France, mais aussi dans d'autres pays. On le constate dans l'actualité. Je ne sais pas, mais je pense que l'Église n'a pas su, n'a pas pu ou n'a pas voulu traiter cette question-là. Et il faut que la société s'empare du sujet. Une commission d'enquête sert à ça. Et quand Philippe Bas, le président de la commission des lois ici au Sénat, dit ça nous aurait conduit à une impasse. Non, il se trompe? Oui, bien sûr qu'il se trompe. Les commissions d'enquête, en général, n'aboutissent pas à des impasses, elles aboutissent à des rapports, des préconisations. Il aurait été utile d'avoir ce dialogue avec l'Église et surtout avec la société dans son ensemble. Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est le fonctionnement de l'Église qui pose un problème? Est-ce que, notamment, la question du célibat des prêtres pose une difficulté? Et surtout, pourquoi est-ce que ces affaires ont été systématiquement étouffées, traitées par désinvolture? Non, il y a un problème vraiment réel. Et moi, je pense d'abord aux victimes, et c'est à elles qu'il faut aussi apporter des réponses. Pourquoi, selon vous, dernière question, pourquoi, selon vous, la droite, la majorité sénatoriale, la droite et le centre, ici au Sénat, ont refusé la mise en place de cette commission d'enquête? Écoutez, je pense que la droite est traversée par un certain nombre de courants conservateurs. Certains d'ailleurs sont assez proches de l'Église. Ils ne veulent pas rentrer dans un débat qui pourrait mettre à mal l'image de celle-ci. Très bien. Merci beaucoup. Merci Didier Marie. Didier Marie, vous êtes donc élu de Seine-Maritime. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, a été longtemps élu du Grand Quevilly. Il est toujours attentif à la Seine-Maritime? Il se tient au courant de ce qui s'y passe? Écoutez, en tant que président du Conseil constitutionnel, il n'a plus à s'intéresser à la vie politique au sens partisan du terme. Pour autant, il a des amis en Seine-Maritime et moi, je suis ravi lorsque je le rencontre. Merci beaucoup. Merci Didier Marie. Merci beaucoup. Didier Marie. On passe à l'agenda tout de suite avec Saveria. Alors, l'agenda aujourd'hui. À 9h, il faudra suivre le rapport de Fabienne Keller. Le rapport de Fabienne Keller sur les péages urbains, sur les outils financiers permettant d'optimiser la gestion de flux des transports en milieu urbain. À 9h toujours en commission des affaires européennes, le rapport d'information sur la proposition de résolution européenne sur l'espace Schengen, un rapport d'André Echart et de Jean-Yves Lecomte. Et puis à 10h, le rapport sur l'évaluation de l'application, c'est très important, de la loi de bioéthique, un rapport d'Annie Delmont-Koropoulis et de Jean-François Eliaou. Voilà pour l'agenda et on passe maintenant à l'œil de. Il arrive. Voilà, il fait son entrée sur le plateau, vous le voyez, c'est du direct, c'est Benjamin Morel. Bonjour, vous êtes docteur en sciences politiques. Merci d'être là ce matin. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. On va revenir avec vous sur le remaniement qui a eu lieu il y a 2 jours et ce grand ministère des Territoires. Il était temps de renouer le dialogue avec les collectivités. Oui, il était temps de renouer le dialogue avec les collectivités, dialogue qui a été profondément abîmé cette dernière année. Et le ministère, un grand ministère des collectivités territoriales, va y participer, mais ce n'est pas le seul geste. On a vu que dans une semaine très chargée, avec un Conseil européen, avec un remaniement, eh bien Emmanuel Macron a reçu le président de la région Alsace, il a également reçu Hervé Morin, il va recevoir Xavier Bertrand, il a reçu Gérard Larcher. Donc il y a une volonté aujourd'hui de reprendre langue en fait, avec les élus locaux. C'est un ministère qui va être important parce qu'il y aura un interlocuteur unique et autonome par rapport, c'est important, au ministère de l'Intérieur. Exactement. Pour la première fois sous ce quinquennat, on a un vrai ministère des collectivités territoriales qui va pouvoir justement dialoguer avec les élus locaux sur la totalité des politiques qui les intéressent, avec, qui plus est, de façon assez inédite, une déconnexion de la Direction générale des collectivités territoriales de l'intérieur vers un ministère autonome. Après, ça pose également un autre problème qui se pose pour tous les ministères, qui est le rapport avec Bercy. Aujourd'hui, on voit que les tensions entre les élus locaux et le gouvernement sont avant tout des questions financières. Donc, le résultat de ce ministère va être lié à sa capacité à instaurer un rapport de force avec les finances. Ce sera également un outil de dialogue pour ce qu'Emmanuel Macron appelle les pactes girondins. Oui, ces pactes girondins, ils ont plusieurs aspects, mais c'est notamment des pactes qui visent à avoir une approche différenciée des collectivités, à lancer ce qu'Emmanuel Macron appelle une décentralisation de projets. Après, ça pose quand même 3 types de problèmes. Premier problème, pour arriver à lancer cette décentralisation de projet, il faut adopter la révision constitutionnelle qui implique le droit à la différenciation. Deuxième problème, ce droit à la différenciation, il pose un certain nombre de problèmes, notamment en termes d'indivisibilité de la République et en termes de dérive. Troisième problème, et pas des moindres, c'est plutôt une décentralisation qui s'adresse aux collectivités qui vont bien, notamment aux régions, aux métropoles.
on voit que justement Emmanuel Macron reçoit cette semaine 3 présidents de région. Donc c'est avant tout ces collectivités-là. Et les collectivités qui sont le plus en difficulté, les départements et les communes, apparaissent aujourd'hui un peu plus comme les perdantes de ce nouveau type de décentralisation. Emmanuel Macron est peut-être un décentralisateur, mais c'est plutôt un décentralisateur des villes et pas vraiment un décentralisateur des champs. Une dernière question, un dernier aspect dans la création de ce grand ministère des collectivités, ça va également permettre d'apaiser les tensions, les relations entre le Sénat et l'exécutif dans l'optique de la réforme des institutions. Alors oui et non, si vous voulez. Évidemment que si les élus locaux sont dans de meilleures dispositions vis-à-vis du gouvernement, ça peut simplifier les choses. Mais comme je viens de le dire, ce n'est pas forcément les élus locaux qui sont les plus proches des sénateurs qui aujourd'hui sont les principaux visés par cette détente. Et ensuite, les problématiques qui sous-tendent les tensions entre le Sénat et l'exécutif sur cette révision constitutionnelle, elles portent plus sur le fonctionnement du Parlement, sur l'élection des parlementaires. Et donc, les grandes problématiques sont quand même assez déconnectées de la crise qui couve avec les élus locaux actuellement. Très bien, on en reparlera. Merci Benjamin Morel, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. Merci. On passe maintenant à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne nationale et régionale dans un instant. Voilà l'outrance évidemment de Jean-Luc Mélenchon à la une du Parisien ce matin, Saveria. Un coup de sang, un coup de colère calculé, se demande le Parisien, qui va coûter cher au patron de la France insoumise. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Jean-Luc Mélenchon sera entendu ce matin à 11h. Il faut lire l'éditorial de Nicolas Charbonneau ce matin dans le Parisien. L'outrage fait à la République. Jean-Luc Mélenchon aura montré à ceux qui en doutaient encore son caractère populiste, écrit Nicolas Charbonneau ce matin dans le Parisien. Voilà, et une autoroute qui ne se fera pas et ça fait polémique et c'est à la une du Progrès de Lyon. Le projet d'autoroute A45 entre la Fouillouse et Brignais, définitivement abandonné, annonce d'Elisabeth Borne, de la ministre des Transports hier. L'État privilégie les alternatives routières et ferroviaires, explique la ministre dans une interview au Progrès. Un coup de poignard à la région, on dénonce Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il parle d'une décision extrêmement parisienne, totalement coupée des réalités quotidiennes. Elisabeth Borne, elle assure que la liaison entre Lyon et Saint-Étienne sera tout de même améliorée. Voilà, à la une de Paris-Normandie, édition Le Havre, une pépite normande, Saveria. Et cette pépite normande, c'est la coquille Saint-Jacques. Les pêcheurs proposent aujourd'hui une grande opération séduction près du grand public. Mais derrière ce coquillage se cache en fait une autre guerre, un bras de fer entre la France et la Grande-Bretagne. Les marins-pêcheurs normands sont en colère contre leurs homologues anglais qui, selon eux, ne respectent pas les règles et pêchent dans les eaux communautaires. C'est à lire donc dans Normandie, Le Havre aujourd'hui. Voilà, Paris-Normandie, la peste porcine est à la une de l'Ardennais. On en parlait la semaine dernière, la France essaye d'empêcher par tous les moyens la transmission de cette pêche aux élevages français. Une clôture de 28 km a été mise en place à la frontière pour empêcher les sangliers atteints de cette peste de pénétrer en France. Merci Saveria, on vous retrouve demain pour une nouvelle émission et une troisième partie. Maintenant, c'est l'heure de nous quitter, mais d'abord la météo des territoires, c'est le temps qu'il fait en France et dans les territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes et de l'océan Indien. Et puis juste après, c'est le Zap Matin de Christophe Combarieux, c'est-à-dire ce qui s'est passé aussi dans les autres matinales d'infos ce matin en résumé. Merci de votre fidélité et on se retrouve demain. Bonne journée. Bonne journée, à demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo
avec l'Assemblée des départements de France. Allez, enfoncez-moi cette porte. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. Il essaye de créer une forme d'hystérie, à la fois dans le langage qu'il tient, dans ce qui s'est passé hier vis-à-vis à la fois du procureur et des policiers. Donc moi je trouve que c'est un climat qui est dangereux à installer dans un pays. Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne touchez pas. C'est vous qui me touchez. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Je crois qu'il faut vraiment retrouver la sérénité dans le débat politique. C'est ça. Je crois que des images comme celle d'hier soir, ça ne sert personne. Prenez des photos, prenez des photos. Vous vous calmez, monsieur. Vous êtes violent. Vous l'avez étranglé. Eh, je suis député, Morgane. Monsieur, vous n'avez pas pu faire ça. Au moment où vous voyez ces images, comprenez que des dizaines de gens qui sont des collaborateurs dévoués, qui ont en moyenne à peu près 30-35 ans d'âge, qui sont des gens qualifiés. Si c'était à refaire, vous le referiez de la même manière. Nous exprimions une colère, voilà. Vous prenez pour qui? Hein, vous n'êtes pas le procureur, vous. Un procureur avec un gilet pare-balles, un truc de police? Oui, celui que vous venez poussez. Qui? C'est vous que je pousse, lui, là. Mais c'est un procureur, il ne fait pas la justice, là. S'il était si sûr de lui, il pourrait afficher une forme de sérénité. Qu'est-ce que trahit cette colère? Moi, je pose la question. Vous parlez d'Édith Piaf, vous savez, de temps en temps, avec Mélenchon, on ne sait jamais. C'est Fidel Castro ou c'est Bourvil? Les images que j'ai vues étaient d'une très grande violence. D'une très grande violence à l'égard de fonctionnaires de police qui exerçaient leur mission. Or, quand c'est M. Fillon qui se défendait, c'était un émeutier contre la justice. Quant à Marine Le Pen, il a montré du doigt, il se moquait d'elle parce qu'elle montrait du doigt les fonctionnaires de police qui veulent l'intercepter. Enfin, il est républicain quand ça l'arrange quand même. On va tous y passer sous Emmanuel Macron. Donc je viens leur dire, attention, défendez les principes, ne vous soumettez pas à une tendance naturelle qui consiste à vous réjouir des malheurs de vos adversaires politiques, défendez les principes républicains. Quand vous pointiez les déboires judiciaires de Fillon et de Le Pen, que c'était une décadence de la République. Hein? Parce que, et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, non mais... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Tous ceux qui ont été mis en cause et qui parfois ont vu, je le reconnais, leur honneur mis en cause, tout cela, me semble-t-il, ont systématiquement gardé, à l'égard des forces de police et à l'égard de l'institution judiciaire, un très grand calme.